NBA Trade Deadline 2024. Voilà. C'est résumé. Non, je rigole. Ah bah c'est vrai que c'était un petit peu mou. C'est pas non plus une surprise immense que ce soit mou. Il y a eu quelques gros trades en janvier avant la vraie semaine de la trade deadline qui avait pris pas mal, là, Siakam, Anunoby et tout. On va sûrement en reparler dans cette émission. Qu'est-ce qu'on a à dire du coup dans cette émission, Bastien ? Vous étiez 20 000 à vivre ce grand podcast sur l'histoire de l'humanité ce jeudi soir. Merci à toutes celles et ceux qui ont répondu présent devant la prod de Léonce avec Alex, Simon et Bibi pour ce live spécial Trade Deadline 2024. C'est vrai que comme Alex vient de le dire, on s'installe. On avait eu quelques petits transferts, même des gros transferts, avec Siakam et Anunoby. Siakam, c'était un gros transfert. Tout à fait. Et Anunoby aussi, mine de rien. Et on a attendu de voir si au buzzer il y allait avoir du mouvement. Il y en a eu. Il n'y a pas eu non plus des dingueries, mais il y a eu des petits mouvements. Et protocolaire, on doit faire un petit apéro spécial débrief de cette trade deadline. En gros, c'est simple, et on vous attend évidemment dans les commentaires, où que vous soyez. C'est un peu les notes. C'est pas forcément les gagnants et les perdants, vous pouvez aussi les balancer, mais là on s'est dit on va pas forcément faire deux vidéos, une gagnant, une perdant, dans le schéma qu'on connaît habituellement. Là c'est vraiment nos notes, ce que tu as pu un peu voir et retenir de ces derniers jours, surtout autour de la trade deadline, parce que même Steven Adams, il y a une semaine, été transféré, ça fait partie de la deadline. Là, on se focus vraiment sur les 24 dernières heures. On va pas parler de Siakam aux Pacers ou de... Non, voilà. Mais peut-être qu'on va parler quand même d'une équipe qui a fait des trades depuis... Enfin, qui a commencé un petit peu sa trade deadline fin décembre, tu vois, et qui a plutôt bien réussi son coup. Une équipe qui jouerait par exemple en blanc, bleu et orange côte est, tu vois. C'est ça. Au hasard. Qui célébrera ses 3 points comme ça. Voilà, par exemple. Je vois ce que tu veux dire. Tout à fait. C'est comment ? Comme ça ? Comme ça ? Bref. Vous les connaissez, les Knicks, on en reparlera évidemment dans cette émission. Donc, évidemment, vous, si vous avez un petit bilan ou des choses à retenir de cette trade deadline, on pourra en reparler. On a déjà fait quelques gros éléments pendant ce live, notamment, tu en parlais, les modifications qu'il y a dans la convention collective de la NBA, où on le voit, des équipes deviennent plus ou moins frileuses de bouger. Play-in tournament Oui, c'est vrai, hier, pour ceux que ça intéresse, en début de live, j'ai fait un petit laïus là-dessus. Ça me paraissait important parce que beaucoup de gens disent « c'est tout mou, c'est tout mou ». Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas non plus beaucoup d'énormes stars sur le marché. Là, on a été gâtés les dernières trade deadlines. Rapport à d'autres trade deadlines où en plein direct, il y a James Harden qui part de Brooklyn qui va à Philadelphie, tu vois, ou 2 jours avant, 2 jours avant Kevin Durant. Enfin, ça c'était l'année d'après. L'année d'après, c'était Kyrie puis KD. L'année d'après, 2 jours avant la deadline, KD. Bon, je vais me casser moi. Phoenix, c'est pas mal. Bref, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, c'est vrai que c'était pas le cas en termes de superstars disponibles, et en plus. Comme je l'ai dit, c'est la première trade deadline qui a lieu alors que le nouveau CBA est en place. Et avec l'histoire de premier apron, deuxième apron, il y a pas mal d'équipes, presque un tiers des équipes, 9 si je dis pas de bêtises, qui sont déjà sous le coup du second apron ou qui vont l'être. Et donc ce sont des équipes qui doivent anticiper le fait qu'elles vont avoir des restrictions, des choses pas évidentes à gérer financièrement et qui vont leur coûter très cher. Et donc tout ça, ça calme un peu les ardeurs sur le marché des trades, forcément. Tout à fait, on essaie de tâter le terrain. À chaque fois qu'il y a une nouvelle convention collective, on essaie de voir comment ça va se passer. Et après, il y a des conséquences. Souvenez-vous, lorsqu'il y a eu, par exemple, le nouveau deal télé entre la NBA et justement les joueurs, on a pu voir quelques décisions qui ont été prises en 2016. Il y a des contrats de ouf. Et après, tu as des conséquences. Donc, je pense que ça a servi d'exemple d'ailleurs. Parce que c'est pas pour plaindre des milliardaires proprios de franchise. Voilà, ils ont le portefeuille pour assumer. Non, mais tu vois, c'est plus, je pense, au niveau des front office et tout, où il y a des incertitudes. Tu veux pas te retrouver trop coincé. Tu veux pas trop te faire avoir au niveau flexibilité. Donc là, on a eu une deadline où on a surtout vu ce que j'appelle moi de l'ajustement d'effectifs. Oui. Voilà. Ou de finance. Ou les deux. Ou des deux. La course à l'armement, comme vous le savez, l'expression qu'on aime bien ressortir autour de la deadline, et ce n'est pas terminé, puisqu'il y aura le marché du buyout. On va suivre tout ça, mais il y a cette course à l'armement, on va se ramener bientôt en play-off, gentiment, et donc parfois des petits moves en février ont leur impact en plein mois de mai. Complètement. Et donc on va se faire un petit ping-pong, n'est-ce pas ? C'est quoi le move, toi, qui t'a le plus plu ? Alors vas-y. T'en as un ou pas ? Le move qui m'a le plus plu sur les 24 dernières heures. Un angle de joueur ou un angle d'équipe, tu vois, mais... Dans le plaisir pur, je suis très content de voir la direction dans laquelle... On va reparler d'Evan Fournier après, mais le move que fait New York pour récupérer Alec Burks et Bojan Bogdanovic me semble très bon. Sur le papier, on va reparler d'Evan après et tout l'angle français. Mais surtout qu'il y avait eu le move Anunoby un mois... Il y avait eu le move Anunoby. J'ai été vachement impressionné par la façon dont Leon Rose
travaille et a travaillé depuis quelques mois et années, maintenant qu'il est en place. On prend le temps, on ne rush pas sur les décisions, alors que ça a été un classique des Knicks pendant des années. Le deal Jalen Brunson est d'ores et déjà un des meilleurs deals de toute la NBA, alors qu'il a été signé et certains se demandaient s'il valait 100 millions. Je pense que là c'est bon, Jalen Brunson il vaut 100 millions, tout à fait. Il n'y a pas de souci. Et donc, on continue les petits moves. L'année dernière, Josh Hart, et on voit ce que ça donne. Dante DiVincenzo qui a été récupéré. Et là, tu continues dans ce travail à la fois d'agressivité, mais pas d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Récupérer Alec Burks, qui est un chouchou de Tom Thibodeau, époque 2021 face à Trae Young et les Hawks, quand il était en sortie de banc, ça va fitter. Il y avait besoin depuis le départ d'Emmanuel Quickley et RJ Barrett dans le trade de OG Anunoby, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et donc, tu récupères Alec Burks, mais en plus Bojan Bogdanovic. Spacing, qualité de shoot. Spacing, expérience, qualité de shoot, un peu de défense quand nécessaire. Et donc, du coup, tu te retrouves devant un groupe qui, selon moi, Là, on en parlait avec, avec Simon et toi hier pendant le live, ce qui était une blague il y a quelques semaines de les Knicks peuvent viser la finale de conférence, n'est aujourd'hui pas du tout une blague. Des franchises vont se casser les dents en ayant bossé d'octobre à avril et en affrontant ces Knicks qui ont du coup maintenant une rotation en attendant le retour des blessés, parce qu'il y en a des blessés. Voilà, exactement ce que j'allais dire. Là, il y a pas mal de blessés, donc il va falloir être patient. Eh oui, Anunoby va se faire là une petite opération au coude. Blessé au coude, il en a pour plusieurs semaines. Mitchell Robinson. T'avais plusieurs joueurs là qui sont genre Bojan, il arrive avec un petit truc au mollet. Jalen Brunson, il y a les chevilles. Hier soir, face à Dallas, Hartenstein s'est fait un petit peu mal au tendon d'Achille. Julius Randle est out depuis déjà un petit moment, donc c'est là sûr. Il va y avoir une période un peu de transition. Mais t'as 2 mois. Flottement peut-être. Tout à fait. Mais t'as 2 mois, ouais c'est ça, 2 mois et demi pour mettre en route la machine, et c'est une machine qui a une belle gueule. Ça a une très belle gueule. Les Knicks avaient déjà une défense suffocante. Tu sentais qu'il y avait des besoins offensifs, certains pour ne pas être Jalen Brunson dépendant. Là c'est un effectif qui est 10 deep. Pas avec plein de superstars. Non, avec du gros joueur. Du très gros joueur et du joueur d'expérience. Et donc du coup, encore une fois on reparlera des vannes, mais c'est équilibré. Jalen Brunson, Dante DiVincenzo, avec donc potentiellement du OG Anunoby, Julius Randle et Mitchell Robinson, avec derrière Alec Burks, Josh Hart, Precious Achiuwa, Isaiah Hartenstein, Bojan Bogdanovic et donc Alec Burks dont on parlait. T'as du shoot, tu peux défendre, t'as des mecs athlétiques, t'as pas mal de mecs qui ont de l'expérience, t'as des grands, t'as un vrai meneur solide. Non, franchement, c'est propre. T'as des gros défenseurs dans les ailes. C'est ça. Donc moi très très fan, je vais te poser après la question, mais j'avoue que moi les Knicks me font pour moi une masterclass sur l'ensemble de cette trade deadline et à voir cet été, puisque oui l'objectif sera après d'avoir une superstar, puisque tu as tout ce qu'il faut. Maintenant tu as Jalen Brunson en assistant parfait, OG Anunoby pour faire le taf et plein de role-players. Donc, et encore si tant est qu'on considère que Jalen Brunson n'est pas une superstar, parce que... En fait, je pense que c'est une superstar, mais est-ce que tu construis une équipe qui va jusqu'au titre avec Jalen Brunson en numéro 1 ? À force de dire que c'est pas le cas et que l'autre il nous montre le contraire, peut-être qu'on va finir par changer d'avis. Tout à fait. Va falloir des résultats en play-off pour ça, mais force est de constater il a déjà fait des gros trucs en play-off, Jalen Brunson. Il est monstrueux, tout à fait. Mais bon. Est-ce que Jalen Brunson et Julius Randle est un duo qui t'emmène jusqu'au titre ? Voilà. Non, mais attends. Voilà. Oui, non, mais tout à fait. C'est une question intéressante et qui mérite d'être posée. Tout en haut de tes notes, tu avais quoi, moi, Alex ? Pour être dans ton prolongement, le move peut-être que j'ai le plus aimé, moi, cette trade deadline. C'est un move auquel je m'attendais pas du tout, mais que je trouve... hier soir à chaud, je le trouvais bien, et là, avec une petite nuit pour qui porte conseil, tout ça. Le Thunder qui fait venir Gordon Hayward. Vraiment, j'aime bien. Sur le Thunder, ça fait 2-3 ans que je suis toujours en retard au niveau pronostic, au niveau d'où ils en sont et tout. Donc on essaye de se mettre à la page. Les types sont tout en haut de la conférence Ouest depuis le début de la saison. C'est pas genre, ils viennent d'arriver, non. Tout en haut, c'est dans le top 3. Hein, ouais, ils sont dans le top 3, ils ont été premiers, ils sont rarement descendus, ils sont rarement sortis du top 3. Enfin voilà, donc ils sont là, ils sont réguliers. Malgré le fait que tu as beaucoup de jeunes dans l'équipe, ils arrivent à trouver dans des matchs compliqués les ressources pour aller les gagner. C'est une équipe qui a beaucoup progressé ensemble l'année dernière et qui continue cette année. L'année dernière, malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu goûter aux playoffs. Là, cette année, s'ils y vont pas, c'est qu'il y aura eu un gros météorite qui sera tombé sur Oklahoma City. T'es d'accord ? C'est même un scandale s'ils n'ont pas l'avantage du terrain. Voilà, exactement. Donc pour moi, voilà, c'est tout tracé. Et je pense que c'est aussi ça qui pousse le front office du Thunder à faire ce move pour faire venir Gordon Hayward. Qui est Gordon Hayward ? C'est un joueur qui peut jouer poste 2, poste 3, poste 4, si tu demandes poliment. Il sait défendre proprement,
intelligemment. Il sait shooter, il sait driver, il sait faire des passes, il peut se battre au rebond. En gros, c'est un joueur extrêmement polyvalent, intelligent, dans les systèmes. Il peut poser la balle. On sait qu'à Oklahoma City, c'est important de savoir poser la balle et de savoir faire des choses derrière. Making, ouais, tout à fait. Il va pouvoir prendre le relais sur certaines phases où l'équipe joue sans Shai Gilgeous-Alexander. Moi, j'y crois. La balle peut être dans les mains de Josh Giddey. Elle peut être dans les mains de Gordon Hayward. Tout à fait. C'est son dernier match. tout à fait envisageable. Et donc j'aime beaucoup ce move, d'autant plus que déjà j'aime bien le move à la base parce que tu lâches, c'est vrai que tu lâches, on a la sensation comme ça que tu lâches un peu beaucoup côté Oklahoma. Tu lâches Vasilije Micic, ça c'est surtout relou. Le cadavre de Davis Bertans, ça c'est pas très grave, et Treman. Mais en fait là j'ai regardé, moi là j'ai sorti là, si tu prends les stats de minutes depuis le début de saison, c'est Micic vraiment moyenne par minute des joueurs du Thunder, aucun des 3 joueurs qui a été tradé n'est dans les 10 joueurs les plus utilisés par Daigneault depuis le début de la saison. Donc, c'est pas dans le noyau des 10. Non, bien sûr. Donc, Vasilije Micic, c'est celui le plus utilisé. Il était à 12 minutes par match. Et il est 11e joueur le plus utilisé. Treman était loin derrière. Et alors, Bertans, encore plus loin derrière. Donc, les pertes en termes de rotation, c'est-à-dire que tu gardes ton noyau des 10 joueurs les plus utilisés et tu y ajoutes Gordon Hayward. On dit toujours qu'en playoff, il faut une rotation de 8-9. Donc, en fait, Marc Daigneault, il va encore falloir qu'il cut un peu dans sa rotation. Et pour cutter dans sa rotation, il va avoir la liberté et le confort d'avoir un Gordon Hayward, c'est-à-dire que ma rotation en 3, je vais faire plus jouer Gordon Hayward en 3. Ma rotation Bolendler, tu vois, c'est quand même extrêmement pratique. Alors, je dis pas que Gordon Hayward va devenir le meilleur joueur d'Oklahoma City, pas du tout. Je pense que, bien évidemment, Shai Gilgeous-Alexander, qui est candidat très fort, très gros candidat pour le MVP, qui est une superstar, qui est un franchise player, qui joue sur demi-terrain. Il n'y a aucune raison pour que son jeu ne se traduise pas bien en play-off. On verra quand on y sera, mais voilà. Donc évidemment qu'il ne va pas prendre cette place-là. Après, tu as Chet Holmgren, incroyable, première année et tout. Lui, on verra comment il se débrouille en play-off. Et là, Hayward, lui, il a déjà joué des playoffs. Et Jalen Williams, dont on parle jamais. Jalen Williams, moi, je pense que son jeu peut se traduire en playoffs sans problème. Et si tu me dis demain, le Thunder va finir les matchs avec Shai Gilgeous-Alexander, Lou Dort, Gordon Hayward, Jalen Williams et Chet Holmgren, je dis bon courage pour les fumer, ceux-là. C'est pas évident. Tout à fait. C'était la question que j'allais te poser, c'est le Thunder avait ces interrogations dont on parlait dans les 30 previews de est-ce que Josh Giddey, à l'avenir, sera dans les gros line-up de fin de match d'OKC de fin de match. Je pense que le transfert de Gordon Hayward n'est pas une bonne nouvelle pour lui. C'est même carrément une réponse, j'ai l'impression, tout à fait. C'est qu'on va voir comment ça va utiliser, mais ton death line-up du Thunder ne comprend pas Josh Giddey et Gordon Hayward. Aujourd'hui, non. Comporte plutôt Gordon Hayward, si tant est qu'on le voit un peu évoluer, qu'on voit ce que ça donne. Mais sinon, si Gordon Hayward, ça mord un peu et que t'es dans un soir où Gordon Hayward rentre à minima ses tirs, il finit les matchs. Ouais. C'est sûr et certain. Et je pense que c'est un trade dont on pourrait très bien reparler non seulement en avril, mais même en mai. Oui, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Je dis pas qu'il révolutionne pas le Thunder, non, mais c'est la petite pièce là où on va dire l'expérience leur a manqué en fin de match. En fait, en fin de match, il y avait Shai Gilgeous qui était clutch, il y avait Lou Dort comme un gros pitbull, et puis il y a Gordon Hayward, il a fait 2 actions décisives, dis donc. La bonne passe, le petit rebond qui va bien, j'en sais rien, tu vois, ce genre de truc. Il y a 12 ans, j'aime bien. Pareil, il y a 12 ans, OKC avait décidé un petit peu dans une trajectoire un peu similaire de dire OMG, on a des gars qui sont vraiment très tôt, très forts, on va rajouter Derek Fisher et Kendrick Perkins au groupe, au noyau qui était Harden, Ibaka, KD et Westbrook évidemment. Et c'était des gars qui avaient permis justement de passer ce cap de allez, on n'a pas le time, on va direct en finale NBA. Kendrick Perkins, je veux dire, c'est à peine un vrai joueur de basket. Alors que Gordon Hayward, c'est un joueur de basketball. Bien sûr. Attention. Mais Derek Fisher, ils avaient pas mal aidé aussi à l'époque dans ce truc d'expérience. Tout à fait. Mais en plus, c'est un joueur de basketball. Il vient pas juste pour donner des conseils. Tu peux très bien te retrouver un premier tour de playoff à jouer. Je sais pas moi, les Suns, les Pels, on verra qui sort là dans les Kings, je sais pas quoi, et tout d'un coup en fait Gordon Hayward t'as mis 18 points, il a fait 4 rebonds, il a fait 5 passes d'ess, et puis dis donc. Non, c'est très pas la même. Moi j'ai que 3 éléments pour conclure sur ce dossier Thunder sur lequel je te suis, il est magnifique et t'en as parlé plein de fois hier, donc c'est clair que c'est un des meilleurs moves. Je trouve ça bien comme move.
Le premier, c'est évidemment Gordon Hayward n'a pas joué depuis le 26 décembre, donc il va falloir suivre la Oui, santé. c'est Gordon Hayward, hein, il est injury prone, ça se trouve je parle de lui, mais en fait en avril il sera blessé. C'est ça. On est d'accord. Donc 26 décembre, le dernier match de, si je dis pas de conneries, de Gordon Hayward. La deuxième, c'est que je crois que ça va être un contrat bientôt expirant, donc ça permet aussi au Thunder Flexibilité. d'avoir de la flexibilité financière et d'être un futur client sur, plutôt au-delà de la free agency, c'est plutôt du gros partenaire de transfert, donc attention à voir aussi ce qui peut être créé par Sam Presti. Et puis la troisième, c'est les conséquences donc sur Josh Hayward, il Giddey. est agent libre à la fin de la saison. Hein, C'est ça. 30 millions 33. 33, magnifique. Et le dernier, c'est donc les conséquences sur Josh Giddey, parce que si ça se trouve, les réponses, on va les avoir là. Josh Giddey fait partie de la draft 2021, 20 Ouais, la prolongation 2020. de Josh Giddey. Si Hayward est performant, tout de suite, ça peut donner moins envie. Et puis pour finir là-dessus, j'ai vu des gens dire oui, mais non seulement ils ont lâché 3 joueurs, mais ils ont aussi donné 2 seconds tours de draft. C'est pas ce qui manque. Oklahoma City a encore quoi ? Je crois que c'est 34 pics sur les 6 prochaines drafts. Je crois qu'ils pouvaient lâcher 2 tours si potentiellement ça leur fait améliorer tout de suite leur groupe. Moi, je trouve ça vraiment Ça va. très Ils bon n'ont pas move. pété J'ai leur kiffé. flexibilité, je suis tout à fait d'accord. Petit instant coup de gueule. Ah, les Bulls, non. Les Bucks, non. Les Warriors, non. Bingo! Vous l'avez vu dans les 30 previews, j'avais pété un plomb sur les Bulls, ça ne fait que continuer, au-delà des développements potentiels évidemment de Kobe White et compagnie. Comment on est sur une saison des Bulls où on a pété un câble déjà sur les 30 previews, moi le premier, où derrière on a vu que c'était une équipe mid, le ventre mou absolu, où on se demandait si Karnisovas allait faire quelques moves qu'il soit. Il y avait des rumeurs sur Caruso, il y avait des rumeurs sur DeRozan, il y avait des rumeurs sur Andre Drummond, il y avait quasiment pas d'intouchable en fait, parce que t'es les Chicago Bulls, c'est-à-dire une équipe de milieu de terrain qui compte sur la fille de DeRozan pour essayer de passer le play-in tournament. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Non seulement il s'est rien passé, genre rien du tout, on continue. Donc Caruso est conservé, formidable, bravo pour les fans, mais peut-être que sa cote n'aura jamais été aussi élevée, que ce sera compliqué de le transférer contre des assets qu'on aurait pu voir là, comme les Raptors l'ont fait avec Anunoby. DeRozan, là on apprend que non seulement il est conservé, mais qu'en plus il pourrait prolonger cet été. Bon, ok. Andre Drummond n'a pas été bougé, et Karnisovas se retrouve en sortie de trade deadline à regarder les fans droit dans les yeux et à dire ce groupe est compétitif, on vise les playoffs. Dans quel putain de métaverse on est là les Bulls et Karnisovas? Ils sont 9e, hein, Bastien, je te trouve dur là. C'est insupportable, je n'en peux plus pour les fans des Bulls, et pourtant je suis même pas fan de la franchise, mais je sais même pas comment ça doit être, mais relou de voir un truc pareil. Le niveau de non-alignement entre la réalité et ce qui se passe dans la tête de Karnisovas me rend dingue. Ils ont même dit publiquement, tous les gars, les Will Gottlieb et tous ceux qui gèrent très très bien les médias des Bulls Matt Peck, au quotidien, nos copains du podcast. exactement de Chicago, je sais plus comment il s'appelle, CHGO. Tout à fait. Qui disent il y avait eu feu vert pour que Karnisovas puisse partir sur un rebuild. Il a dit non, on reste compétitif. Mais compétit quoi, frérot? De compétit quoi? Zach LaVine, sa saison elle est terminée. Tu vas rien faire avec ce groupe. Et tes potentiels développements, c'est maximum Kobe White et Patrick Williams. On fonce vers quoi là? Ils ont prolongé Vucevic, on va prolonger DeRozan là? C'est quoi le but? C'est d'attendre Lonzo Ball? Qu'est-ce qui se passe? Je préfère large être à la limite des Nets, ou même moi, alors que c'est compliqué avec les Hawks, que d'être cette espèce de bordel. Mais... Et derrière, ils ont quand même été bataillés pour battre les Grizzlies. On va reparler de Memphis, bravo, ça se tape. Hein. Mais t'es en sortie de deadline, cet alignement de on fait rien, on veut être compétitif, et il faut un gros money time de Drummond et DeRozan pour battre Memphis équipe F. Non mais attends, stop, c'est vidéo gag. Disons que c'est vraiment surprenant qu'ils aient pas bougé du tout. Les rumeurs que j'ai vues circuler disaient un peu que les Bulls étaient trop gourmands, qu'il y avait un peu de demande autour de Caruso, autour de DeRozan, autour de même de LaVine et tout, mais qu'en gros ils étaient un peu trop gourmands en termes de contrepartie. Et c'est d'autant plus surprenant qu'on sait que le ventre mou, c'est la pire place en NBA. On le sait, et Karnisovas le sait. Et donc c'est dans ce sens-là que c'est vraiment très surprenant de ne pas les avoir vus bouger. Donc oui, c'est vrai qu'on est début février, et on est déjà en train de se dire, bah les Bulls, de toute façon, limite c'est quoi leur destin? Dans le meilleur des cas, ils font des exploits au play-in et ils vont faire le premier tour de play-off. Tu te fais péter la gueule contre Boston. Tu te fais péter Super. la gueule par Boston, les Cavs ou les Bucks, ou voilà, c'est ça. Non, mais c'est tout à fait, ça n'a pas de sens. Et moi, je comprends que tu veuilles essayer d'être
compétitif et d'amener le play-in tournament à Chicago. Mais c'est pas le même les mot, là, gars, on parle c'est pas pas du le bon même mot. Non. Exactement. Donc, oui, Karisovas n'a pas eu de chance avec la blessure de Lonzo Ball. C'est comme ça arrive, des histoires NBA, on en a connu plein. Mais par contre, là, attention, parce qu'on va bientôt faire le bilan de Karisovas depuis qu'il est à Chicago. Si on commence à avoir des deals du genre Vucevic contre ce qui est devenu Wendell Carter Jr. plus Franz Wagner, il commence à avoir des pics qui sont mal utilisés et des développements qui sont tout à fait moyens. Après, c'est vrai qu'il a pas eu de peau sur le cas Lonzo Ball. Ok, mais c'est lui qui a signé l'extension de contrat de Zach LaVine qui est littéralement intransférable. Oui. Après, je pense qu'il est pas intransférable. Je pense qu'ils sont trop gourmands. Oui, tout à fait. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Il est intransférable dans le sens, pas on le garde parce qu'on l'adore. Il est intransférable parce que des équipes, l'ont dit, sont flippées de devoir faire des échanges contre Zach LaVine qui touche 50 millions la saison, quoi. 40. C'est lui. Non, 45. Vas-y, va voir. Ouais, je vais aller voir. Toi, tu me fais peur. Ah, il touche 50 millions la saison, Zach LaVine ? Non, il touche... Je vais voir combien il est, Zach LaVine. On va voir ça tout de suite. J'arrive. Il lui reste 40 cette année, 43 l'année prochaine, Pardon. 46 l'année d'après. Excusez-moi. Et une player option à 48. Qui ne prendra pas, évidemment, puisque voilà, 48 millions de dollars. Pardon, j'ai rajouté 10 millions de trop. Bref, les Bulls, je pète un câble, mais voilà. Déjà que la saison était morose et qu'il y a eu toute cette histoire là qu'on fera dans le coup d'œil dans le rétro de la célébration de l'équipe de 96-97, là où on a vu un... Enfin, franchement... C'est rare de voir des franchises qui peuvent avoir faux sur toute la ligne. Je suis désolé, rentrez-moi dans la gueule si vous les fans des Bulls, mais je suis dépité. Je suis dépité pour les fans, pour la franchise. Il y a nettement mieux à faire. Et il y a des franchises là qui se bougent pour essayer de sortir de ce ventre mou absolu. Donc bref, à toi la parole. J'en peux plus. Casse les couilles. C'est pas un coup de gueule, mais j'ai un joueur qui pour moi, il n'est pas le seul, hein, mais pour moi fait partie des perdants de cette deadline, c'est Grant Williams. Grant Williams, il est arrivé aux Mavs cet été. Moi personnellement, je faisais partie des gens qui pensaient que c'était un bon fit, qu'en plus il peut défendre, mettre des 3 points, qu'il allait apporter de la dureté au jeu des Mavs. Force est de constater que ça s'est pas passé comme il aurait voulu Grant Williams et comme auraient voulu les Mavs. Et là, qu'il se fasse trader à la deadline alors qu'il est arrivé cet été, c'est un sacré désaveu quand même. Oui. Clairement. Et en plus, il va aux Hornets. Donc si tu passes des Mavs, équipe où tu as le meilleur backcourt offensif de la ligue derrière toi qui joue pour aller en playoff et essayer d'y faire des trucs aux Hornets qui joue la guerre avec les Pistons et les Wizards pour qui va être dernier de l'Est, tu vois. Donc non mais attends, c'est pas sûr. Pareil quand même. Donc là, gros perdant pour moi, Grant Williams. Désaveu quant au recrutement qui a été fait de Grant Williams de la part des Mavs, et en plus il se fait trader dans une équipe où sportivement il sait quoi maintenant le projet, c'est de s'appliquer à jouer avec LaMelo Ball et Mark Williams. Et surtout Brandon Miller qui cartonne à fond les ballons. Et le rookie Brandon Miller qui effectivement cartonne à fond les ballons. Mais tu vois, genre... c'est compliqué. Tu vois, genre, c'est quand même... C'est pas tout à fait la même, quoi. Il va être peut-être backup de Miles Bridges. C'est méchant. C'est-à-dire qu'il avait une suite dans un petit château... Et là, il a une chambre de bonne. Tu connais Campanile. C'est pas la même. Donc ouais, bon perdant, bon gros perdant de cette trade deadline. Grant Williams, il fait partie des perdants pour moi. Ouais. Et en plus, il y a 2-3 trucs là, c'est toujours un peu sale, hein, mais il y a 2-3 trucs qui commencent à sortir des coulisses des Mavs en mode. C'était pas si clean que ça au niveau de l'attitude Grant Williams. Et donc quand tu commences. J'ai pas vu ça, mais ok. Ça commence à sortir là dans les heures qui suivent. Vite. Ouais. Parce que quand même 80 millions sur 4 ans, c'est ça, il lui avait filé là cet été. Il lui a filé un bon contrat. Ouais. On se disait, et puis comme Simon le disait hier, on était alignés, on a vu cet été, on a fait putain Nicolas. Le fit sur le papier, il était là quoi. Donc, à voir. Par contre, Dallas a bien fait le boulot. Ouais, Dallas a bien fait le boulot, d'ailleurs je peux enchaîner. Vas-y. A contrario, il y a un des très gros gagnants en tant que joueur de cette deadline, c'est Daniel Gafford. Ah bah lui il a touché le jackpot. Hein. Daniel Gafford, là j'étais en train de regarder ses stats. Le type sur le début de saison, donc il a joué tous les matchs. Attends, le mec il tourne à 11,8 rebonds par match. C'est une super saison. D'accord. À 69% au tir, il dunk beaucoup, sinon il est de près du cercle. Ouais, mais évidemment. Mais oui voilà. Mais donc gros pourcentage. Il a déjà 11,8 rebonds. Les ball handlers, ce sont Jordan Poole, Tyus Jones, sans leur faire offense. Je pense que là, avec Kyrie Irving et Luka Doncic, ça va lui faire une... franchement, abonnez-vous. Soyez même pas surpris si Daniel Gafford fout 16 points par match, voire plus sur certains matchs. Soyez pas surpris si dans 2 ou 3 ans, quand il faudra prolonger son salaire, c'est un bon gros mastoc, parce que dans cette NBA moderne,
les qualités athlétiques et les qualités de finisseur et de rebondeur de Daniel Gafford vont être extrêmement utiles en général, et là dans le cas particulier des Mavs qui avaient découvert avec leur rookie Derek Lively que un rim runner athlétique qui prend des rebonds, qui score près du cercle, c'est bien pratique quand t'as Kyrie Irving et Luka Doncic. Là maintenant ils en ont 2 et Gafford fait partie des tout bons dans ce domaine. Non, Gafford, gros gagnant. L'autre, il va récupérer les caviars de Luka Doncic. Il va bénéficier des différences faites par les drives de Kyrie Irving ou la qualité de shoot de Tim Hardaway Jr. Enfin, franchement... Lui, la trade deadline, c'est un paradis sur Terre. Mais lui, il a fait « Waouh, trop bien !» Lui, franchement, dans la seconde, ses valises, elles étaient faites. Son appart, il était en train de balayer, de ranger les petites poussières. C'est où Washington? Bye bye. Bye. Ah, c'est sûr. Ah, non, c'est lui, il y clair. a le trade qui est annoncé. Je pense que dans la demi-heure, il était dans un avion. Et tout à fait. Et ça devait être extraordinaire pour lui parce que vraiment c'était il était à en Washington slip, et il s'est dit mais slip et en attends, chemise pardon. hawaïenne. Tu passes ta soirée à regarder comment bien poser des écrans pour Luka Doncic. Lol. Surtout que Daniel Gafford pose de bons écrans. Et ça va, il ça roule va. bien. Enfin, non, franchement, il va se régaler. Ouais, surtout que Gafford, c'est un peu le chouchou du NBA League Pass. C'est des joueurs comme ça un peu random où quand tu les regardes le soir, tu te dis putain, Gafford, vraiment, s'il était avec des bons ball handlers, ça pourrait être encore mieux. Et là, il a Luka Doncic et Kyrie Ouais. Irving. Honnêtement, il y a quoi comme meilleur backcourt offensif dans la ligue actuellement? En termes de différence de qualité à mettre ses tirs et donc à lâcher la bonne passe au bon moment, qu'est-ce qu'il y a de mieux que Non, mais Doncic c'est chaud. Irving, honnêtement? Non, c'est chaud. C'est chaud. Offensivement, Non, mais c'est trop bien. Et bravo à Nico Harrison qui, j'ai quand même même. pas de. Non, Tu vois, je suis non. en train de chercher en fait. Non, il y en a des backcourts, attention. Non, mais il y a des backcourts, il y a Bill Booker. Bill Booker, c'est Oui, voilà. c'est fort, bon, mais Très c'est bien. quand même pas le même niveau, je trouve. moi, Non, bien perso. sûr. T'as Tyrese Haliburton avec n'importe qui à côté, c'est très Quand bien. même, c'est derrière, hein. C'est Oui, tout à loin fait. derrière. Non, mais bien sûr. Offensivement, enfin, bref. Non, mais. Donc voilà, Daniel Gafford, franchement, j'étais là, quand j'ai vu le vainqueur. trade, j'ai fait waouh, Gafford, trop bien pour lui. Ouais, très clair. Waouh. Dallas fait le Il va boulot. arriver comme ça, l'autre. Tac, tac, yeah. Sont les ballons, ouais, tout à Ouais, fait. c'est clair. Dallas a cette historique avec les Tyson Chandler et compagnie, ils aiment bien un peu les rim runners, lob catchers. Et Chandler, rappelez-vous ce qu'il a fait avec Chris Paul à Bien l'époque sûr. des New Orleans Pelicans, là. Hornets. Tout à fait. Bref. Puis avec Jason Kidd à Avec Dallas. Jason Kidd, tout à fait, non, complètement. Et Nico Harrison a réussi à bien nettoyer ça parce qu'il vivait de Dwight Powell et Maxi Kleber depuis des années. Et là, en l'espace de 6 mois, il a récupéré donc Derek Lively à la draft, puis donc Daniel Il a Gafford. 2 vrais rim runners athlétiques, rebondeurs, capables de scorer de près. Il a toujours Maxi Kleber qui a un style quand même différent, il shoot Oui. bien, il est différent, il est moins athlétique, il est athlétique hein, mais moins athlétique et tout. Ouais. C'est vachement intéressant. En plus ils ont pris PJ Washington en plus contre Grant Williams. Et ils ont les PJ Mavs. Washington contre Grant Williams. Donc Non, Dallas là peut se Dallas a positionner à renforcé l'ouest. son front de courte. Ouais, très clair. Dommage de lâcher, mais ça c'est comme ça hein, souvent avec les franchises qui essayent de nettoyer un peu leur connerie de l'été. T'es obligé de lâcher un futur premier tour de draft pour Et se Seth séparer de Curry, Grant Williams. Ouais, à la limite, Seth Curry c'est comme ça, mais attention, ils ont déjà fait 2-3 trucs comme ça, genre Christian Wood, le projet c'était naze. Dallas, le problème c'est que là ils ont plus de pic avant je sais pas, Ils en avant avaient récupéré un Mathusalem. petit Ils peu, ont mais là, intérêt c'est que ça se passe bien avec Doncic et Faut que ça se Kyrie, passe, ça voilà. c'est sûr. Faut être en pleine santé. Sinon On est c'est d'accord. sûr que pour reconstruire sans pic ça va être compliqué. On est d'accord. Tu as parlé de certains vainqueurs. Moi, comme je l'ai dit rapidement hier, merci Brad Stevens d'avoir fait le travail nécessaire. Simple, il n'y avait pas grand chose à faire. T'es leader de la conférence Est, t'es même leader en termes de bilan NBA. Tu dois faire les tout petits ajustements, les petits peaufinages un petit peu au buzzer. Voilà, Xavier Tillman, c'est formidable. Moi, je trouve que c'est très très bien en assurance dans la rotation. Très amoureux de ce deal-là. Même récupérer un petit Jaden Springer qui va pas non plus révolutionner tout, mais Jaden Springer va être formé par Derek White et Jrue Holiday. Je vais suivre ça de très très près, à titre personnel. Ouais, j'aime bien. Je trouve ça formidable dans son développement. Et donc du coup, Boston aujourd'hui se situe devant les prochaines semaines en se disant, bon, il n'y a plus qu'à avoir la On santé. est le meilleur bilan de la ligue. On va avoir l'avantage du terrain, si ça se trouve, pendant l'intégralité des playoffs. Ouais. Il n'y a plus qu'à. Mais Brad Stevens, on ne peut pas se retourner contre lui. Il y a quelques semaines, on se Bon, disait, il a fait un peu de banc. c'est renforcer un peu le banc, il faudrait, etc. Là, derrière les Tatum, Brown, Porzingis, Holiday et White, tu as donc désormais du Tillman, Springer, avec du Horford. Peyton Pritchard, Horford, Cornet, Sam Hauser et Oshia Brissett. Donc c'est pas renversant, mais c'est ce qu'il fallait. Et souvent les GM, on les attend dans les moments où il fallait faire ce qu'il fallait. Et ça me permet de faire justement transition avec du coup Milwaukee, puisque si Boston a fait... Pas de bev. Nickel. Si Boston, je trouve, a fait le travail avec ses petits ajustements, Ça va aboyer hein, à Milwaukee. je comprends l'idée de ramener Pat Bev Et Doc Rivers. et Doc Rivers dans la même deadline.
Ah, je suis pas fan non plus. Mais je m'attendais un peu mieux de la part de John Horst, qui est quand même un manager de très grande qualité, qui nous a apporté le titre en 2021 à Milwaukee. Non, il connaît son travail. Et qui a fait des très très beaux moves par le passé. Mais là, j'espère qu'on va pas se retourner dans quelques semaines et se dire attends, les Bucks là en fait on est sur une dégringolade, les types wow, attends, Tu faudra pas oublier Yanis aussi là-dedans, hein. Parce que l'autre il fait des caprices, il met la pression à son management. mais bien sûr et qu'on tout. va... On est toujours un peu en train de faire chier des LeBron ou des Kawhi, mais Yanis des va gars comme prendre. ça. Là, Yanis, désolé mon poteau, mais il y a intérêt que ça se passe bien parce que on a vu qu'il avait mis la pression. Tout à fait. Il a obtenu, voilà, bah maintenant faut Donc assumer. dans la course à l'armement, Boston a fait des petits ajustements, mais il n'y avait pas grand chose à faire. Philly, bon, on peut en penser ce qu'on veut, on en reparlera, mais c'est compliqué. C'est la blessure d'Embiid. C'est la blessure d'Embiid. Mais donc du coup, t'as Indiana qui s'est renforcé, t'as New York qui s'est renforcé, t'as Cleveland qui caracole aussi dans les hauteurs de la conférence Est, t'as Miami qui a rajouté un terrosière. Bon, je suis Milwaukee, je regarde pas les 6 dernières semaines en me disant c'est génial, j'ai changé mon coach et j'ai rajouté Patrick Beverley, et donc du coup je suis beaucoup plus crédible. Surtout qu'en plus là depuis l'arrivée de Doc Rivers, bon bah ils ont gagné qu'une seule fois. Ouais, mais c'est l'altitude. Ouais, voilà, ouais. Mais en tout cas, je veux dire, on est loin de genre. Je crois que le ballon rebondissait pas on est trop. loin du coup de fouet ou du déclic statement, attendu, quoi. genre, Tu les vois, gars. genre, voilà, on en est loin. Il leur reste du temps, mais course à l'armement, c'est des équipes qui font le travail et d'autres qui ne le font pas. Et je trouve que Milwaukee devait faire quelque chose. On avait plein de rumeurs sur le renforcement défensif sur les ailes. Eh ben, mon gars, j'aime bien Pat Beverley, mais il va clairement falloir que tu te débrouilles en playoff avec Damian Lillard et Malik Beasley sur ta première ligne. Un Chris Middleton qui, si parfois a retrouvé son mojo, a aussi eu encore des blessures, et donc c'est compliqué. Physiquement, là, quand je regarde Chris Middleton, j'ai peur. Ouais, je suis d'accord, il est pas rassurant. Donc voilà, je sais pas ce qu'en pensent les fans des Bucks et les fans des Celtics, mais c'est dans ce genre de moment que je me dis... Non, c'est clair, Milwaukee, ils n'ont pas fait rêver là. Tension. Est-ce que le changement de coach là, c'est le truc qui va tout changer là ? On verra. On n'a pas trop parlé français ? Bah voilà, tiens, un peu loose. C'est un peu le côté loose. Je te laisse parler peut-être d'Evan, t'as parlé un peu d'Enix et tout. Oui. Sur le côté un peu loose, un peu perdant, même pas un peu, perdant de cette trade deadline, t'as Killian Hayes et Frank Ntilikina, qui au moment où on fait cette vidéo viennent de se faire couper. Ouais. Hier soir, ils ont été coupés, donc Killian Hayes a été coupé par les Pistons et Frank Ntilikina a été coupé par les Hornets, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et là, au moment où on fait cette vidéo, pour l'instant, il n'y a pas de rumeurs, il n'y a pas d'autres clubs et tout. Ça pue. 2 joueurs draftés dans le top 10. Killian Hayes 7ème et Ntilikina 9ème, 8ème, truc comme ça. 8ème. Comment 8ème, je crois, c'est ça. Junior. 2 joueurs draftés français, des guards draftés dans le top 10 qui n'ont pas percé en NBA. Après, là, on peut commencer à le dire, parce que ça commence à faire 2, 3, 4, 5 ans pour Franck. 4 ans. Ouais, c'est Phil Jackson qui l'a drafté. Alors. Et ça ne prend pas. Ça ne perce pas, il y a quelques petits éclairs dans le brouillard de perf correct où on se dit ah il peut et tout, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment ? Je pense que la question doit vraiment être posée, c'est pas de l'agressivité de ma part vis-à-vis de ces jeunes joueurs français, c'est plus de se dire il y a un moment où en NBA il y a 450 spots à peu près, 30 équipes, 15 joueurs, bon après il y a les two-way et tout, mais t'as 450-500 places. Est-ce que dans ces 450-500 places, il y a vraiment de la place pour du Killian Hayes ou du Ntilikina ? Peut-être que oui, mais ça va peut-être être tellement en bout de banc que ils sont encore jeunes, ils sont encore à des moments de leur carrière où ils peuvent peut-être prendre une autre direction. L'Europe par exemple, et trouver des places. Non, mais trouver une place qui leur est plus adéquate. Maintenant, à eux T'inquiète, c'est bon. À eux de nous faire mentir. Oui. Peut-être qu'il y a une équipe ou deux qui vont se dire ok, attends, avec Killian Hayes à Détroit, ils ont été incapables de le faire jouer. C'est quoi cet environnement de merde ? Ce que je pense, Oui. Je pense que l'environnement de Détroit a été absolument toxique. D'un point de vue terrain et rotation pour Killian Hayes. Ah bah c'est top 2 pire environnement, il est pas deuxième. Donc c'est pas cool. En plus il y a de la vraie concu à son poste, avec des mecs draftés, jeunes comme lui, avec draftés plus haut que lui, avec des plus hauts potentiels. Changement de management. Enfin changement de management, changement de coach, enfin la totale. Ouais. Donc peut-être que Killian Hayes pourrait trouver une autre équipe, mais le problème c'est que c'est une équipe qui va le mettre où ? Quand même un peu sur le banc, bout de banc quand même. Donc ça va être à eux de montrer, de trouver et de montrer qu'ils peuvent, et si ça ne mord pas,
Je pense qu'il y a un moment, il faut se faire une raison aussi. C'est le jeu. C'est ce que tu mentionnais en live, et je trouvais ça vachement intéressant d'avoir ce débat en plein live de Trade Deadline hier, c'est qu'il y avait des avis très différents sur le chat, je le voyais, et je veux bien un peu l'avis des gens par rapport à ce que Alex l'a affirmé, c'est à un moment donné, à quel point tu t'accroches à ça, ou tu vas trouver les opportunités de jeu ailleurs, quoi. Tu vois, par exemple, Evan Fournier. Oui. Bon, il n'a pas joué pendant 18 mois. 13 mois là, ouais. Ouais, voilà, tout à fait. Un an, une saison et demie, quoi. Ouais. Il joue pas. Mais il est beaucoup plus vieux que Killian Hayes et Frank Ntilikina. Il a fait des preuves avant. Il a prouvé. Hein. À Orlando, même à New York. Il a déjà joué les playoffs, il a déjà fait des gros matchs. Je pense qu'il y a des équipes qui vont se dire... En sortie de banc. En sortie de banc, si jamais les Pistons voulaient le couper, celui-là, ou si jamais on pouvait le récupérer contre une contrepartie qui nous arrange ou quoi. Moi, Evan Fournier, j'ai de quoi le faire jouer, j'ai de quoi le rentrer dans ma rotation de 8-9, parce que je suis une équipe qui veut être un peu sérieuse, et en fait, la qualité de scoreur d'Evan Fournier, son expérience, capable de mettre des gros shoots, tenir un peu la balle, enfin bref, on connaît Evan et tout, je pense que là, il y a des équipes qui peuvent se dire, ouais, ok, ça m'intéresse. Oui. Mais sur Killian Hayes et sur Ntilikina, je pense que c'est plus compliqué pour les équipes de se projeter. Il y a vraiment un côté beaucoup plus pari, quoi. Ouais. Je suis d'accord. On va surveiller. Moi, je veux bien voir ce que pensent les gens sur Killian Hayes et Frank Ntilikina. S'il faut plutôt s'accrocher et voir ce qui se passe niveau sol américain ou retourner en Europe. Il y a un garçon là qui est un petit peu unique en son genre, mais qui a créé une forme de scénario qu'on n'avait pas trop vu. C'est Dante Exum, qui avait débarqué en NBA avec beaucoup de hype dans un top 10 de draft, qui était malheureusement touché par des blessures, donc quelque chose de très différent, qui est repassé par l'Europe, qui est passé par Barcelone notamment, et qui a retrouvé son mojo, de la santé et un vrai rôle, et c'est une des plus belles stories de Dallas cette saison. Dante Exum est de retour en NBA, donc tout ne se passe pas forcément sur les 3-4 premières saisons, c'est très souvent le cas, mais peut-être aussi que tu peux reprouver et revenir derrière. La porte est toujours ouverte. Ce sont des joueurs qui arrivent tellement jeunes aussi en NBA. Oui. Non mais c'est vrai, c'est des joueurs, Killian Hayes et Frank Ntilikina, ils sont arrivés à 18-19 ans. C'est ça. NBA. Non mais c'est... Je pense que pour Killian, comme on le disait hier, je pense qu'il y a encore des équipes qui vont se dire, comme tu l'as dit là, c'est un top 10 de draft qui est fort défensivement, qui est capable de faire du playmaking, mais au shooting, il y a tout ce qu'il faut comme travail à faire. Et d'ailleurs, il doit être réalisé ce travail. Enfin, je veux dire, moi en soi, on a déjà vu des shooting whisperers, là, les Chip Angeland et tout, qui ont changé des types à droite à gauche. Lonzo Ball est arrivé évidemment avec un énorme talent NBA, mais on se foutait de sa gueule au shoot, c'est devenu un shooter correct à 3 points. Tout à fait. Ouais. Et donc, il fallait passer par là avec les Vinson et tout de New Orleans pour le développer. Donc, peut-être que quelqu'un va mettre un jeton dessus, mais c'est pas gagné. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Donc, je suis un peu triste de ça. Mais bon, c'est le jeu, hein. Evan, tu en parlais. On a toujours 2 écoles sur le libéré-délivré, parce que t'es plus chez les Knicks, mais t'es à Détroit. C'est chaud. Et en plus, il y a 2-3 garçons sur son poste, donc on verra. Mais non seulement il y a des gars sur son poste, mais en plus, Détroit... Oui. Joue rien, Détroit va pas... Je veux dire, Détroit, à la limite, leur intérêt, ça serait presque plutôt de faire jouer leurs jeunes que malheureusement de faire jouer Evan Fournier, tu vois, dans leur projet. Moi, là où je vois 2-3 aspects positifs, potentiellement, c'est que on sait que dans 6 mois, quand même, il y a des Jeux Olympiques, donc... pour un joueur comme Evan Fournier, de jouer au basketball, c'est quand même juste la base. On lui demande juste de jouer au basketball et on espère qu'il va pouvoir jouer. Donc, quand t'es à 6 mois des Jeux, t'as quand même envie d'être en jambes, quoi. Après 13 mois à juste foutre tes fringues et les enlever le soir, c'est un peu compliqué. Et puis après, il sera agent libre. Donc, en tout cas, je pense pas que Détroit prendra une team option à 19 millions et il sera libre de pouvoir aller chez des contenders et de faire ce que Evan est censé faire, c'est-à-dire à cette étape de sa carrière, être un excellent 6e homme, scoring option, qui vient te gagner quelques matchs de playoff sur des gros coups de chaud. Ouais. Donc libéré, à voir. Et puis peut-être que ce sera la meilleure passe D qu'il aura fait aux Knicks, en fait. C'est de leur permettre de, dans un gros trade avec, tout à fait, avec les garçons, de faire ça. Dans les petits un petit dernier truc pour la route. Vas-y, je t'en prie. Parmi les petits gagnants en scred, j'ai 2 joueurs. Je t'en prie. Il y a Spencer Dinwiddie. Pour moi, il a gagné, Spencer Dinwiddie. Il s'est retrouvé dans un trade qu'il l'a envoyé de Brooklyn à Toronto en échange de Dennis Schroeder et Thaddeus Young. Mm-hmm. Il n'a pas eu le temps de visiter Toronto. Hein. Non. Il s'est fait couper direct dans la foulée. Et maintenant, Spencer Dinwiddie va arriver sur le marché des buyouts. C'est déjà réglé. Hein. Et va pouvoir
signé un contrat où alors ? Hier soir, il était à Brooklyn et il a juste pris le train numéro 2 pour se rendre au Madison Square Garden. Il était posé derrière le banc des Mavs et il a discuté avec Mark Cuban. Ouais. Par exemple, Tempering. pour retourner à Dallas. Par exemple, retourner à Dallas pour un contrat minimum vet qui arrangera tout le monde. Oui. Et donc je trouve que Spencer Dinwiddie à Brooklyn, bon bah c'était ce que c'était. Il se fait trader aux Raptors, on lui a clairement pas demandé son avis, puis on se disait mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Qu'est-ce qu'ils vont faire de Dinwiddie ? Les Raptors c'est un peu bizarre et tout. Oui, ça En se fait non, ils l'ont coupé et maintenant il va se retrouver chez une équipe beaucoup plus ambitieuse. Pour moi, ça c'est gagner la trade deadline. Et évidemment, je dis Dallas, mais si ça se trouve, il va finir aux Lakers. Attention. Hein, En tout cas, il y a une équipe, a priori, clairement, il y a une équipe forte, avec de l'ambition, qui va faire signer un petit contrat à Spencer Dinwiddie pour lui donner un rôle en sortie de banc. C'est ça. C'est sûr et certain. Ouais. Et donc pour lui, par rapport à jouer soit chez les Nets, soit chez des Raptors en reconstruction, bah pardon, mais c'est mieux. Ouais. Il a gagné. Un autre garçon comme ça qu'on va suivre, évidemment tout dépend du retour de Embiid, mais je pense que Kyle Lowry va enfin réaliser son rêve de rentrer à la maison, qui est Mais ça, c'est pas natif de acté Philadelphie. encore. C'est pas acté, il faut que Charlotte fasse le buy-out et qu'il voit comment ça se passe, mais peut-être que ça va négocier suffisamment, et après il pourra retourner à Philly s'il le désire et si ça se fait, mais ça peut être une des petites additions. Moi j'avoue, pour finir, j'avais encore 2 petites notes, une un peu de geek et 2 un peu plus globales. Pas de mouvement du côté d'Atlanta, pas de mouvement du côté de Golden State et des Lakers. Alors Golden State, il y a eu quelques pas les matchs mêmes un peu situations. mieux. Tout à fait. Golden State, il y a eu des matchs un petit peu meilleurs là récemment, donc tu prends les wins qu'il doit y avoir, mais est-ce que les Lakers ont vraiment eu raison de ne rien faire du tout ? Je parle pas de blockbuster dans le sens récupérer du Dejounte Murray, mais Rob Pelinka a dit vraiment, ça sert à rien d'essayer d'acheter une maison qui n'est pas en vente, je comprends la métaphore, mais est-ce que cette équipe-là, aujourd'hui et dans un mois et demi, peut se dire, nous on regarde n'importe qui dans les yeux dans la conférence Ouest ? Alors, peut-être pas, mais est-ce qu'il y avait une opportunité de trade qui les améliorait vraiment ? Moi, j'ai l'impression que non. Non. Sauf à faire un très gros trade, et je pense pas que c'était forcément une bonne solution. Pour une fois que les mecs veulent travailler et essayer de continuer à construire la dynamique, ils vont peut-être pas y arriver, hein. Mais l'année dernière, ils ont réussi à construire une dynamique en fin de saison, ils ont fait finale de conf. Et l'équipe venait d'être créée à la trade deadline, donc Et je leur souhaite. là, ils ont plus ou moins les mêmes joueurs, plus ou moins, hein, Oui. donc il y a un noyau qui travaille. Je dis pourquoi pas. Ouais, Maintenant, moi je veux pas les enterrer. moi je pense que c'est plus une question d'opportunité qui a fait que les Lakers n'ont pas bougé. Tout à fait. Pas d'opportunité. Non mais qu'on soit clair hein, sur les Lakers, moi je dis pas ils auraient dû faire ceci cela. Tout ce que je dis c'est tu sais là que le contexte est particulier parce que ce sont les années LeBron et que tu essaies d'être le plus compétitif possible et je ne sais pas si là présentement les Lakers peuvent regarder le reste du haut de la conférence Ouest, se dire on est détente à partir du 15 avril si on est à 100% niveau santé. Non, c'est sûr, surtout quand tu vois comment jouent les Clippers ou comment jouent les Nuggets. Ou le Thunder. Ou le Thunder. Mais le Thunder, Ou les Wolves. t'es les Lakers, tu vois le Thunder et les Wolves, tu dis ah, fais chier, ils vont nous faire chier. Mais tu te dis, on a quand même des bons petits avantages sur certains secteurs de jeu. Bien sûr. L'expérience notamment, plus des secteurs de jeu carrément. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu joues le dans Thunder. la peinture du Thunder. Quand tu joues le Thunder, tu envoies quand même Anthony Davis dans la peinture où j'adore Chet Holmgren ou Jalen Williams. Je pense quand même que Anthony Davis, c'est pas une bonne nouvelle pour eux. Et face aux Wolves, par exemple, tu te dis que si tu t'appliques bien à défendre, ils vont avoir des gros trous en termes de scoring offensif. Tu te dis ça. Alors c'est vrai que par contre, les Nuggets, par exemple, d'ailleurs, il y avait un Nuggets Lakers cette nuit, là, au moment où on parle. Bon, après, c'est un match de régulière, ça a rien à voir et tout, mais c'est un beau match d'ailleurs. Moi, en tout cas, j'ai bien kiffé. Ça s'est bien battu, tu vois bien que les Nuggets, ils sont sereins, ils voient arriver les Lakers, ils font lol, Oui. on vous a sweepé. Non, mais tu vois, genre, il les domine. Et il les domine et il y avait des absents, dans tous les bien sûr. secteurs presque. Ouais, Bien il y avait sûr, des sûr. absents des deux côtés. Après, il faudra voir sur une série de playoffs et tout, il y a plein de paramètres. Mais je pense quand même que moi, je comprends assez que les Lakers n'aient pas bougé, perso. Et je comprends encore une fois qu'il n'y avait pas des énormes opportunités. Juste, j'ai posé la question qui faisait mal pendant le live hier. Est-ce que là, on va vivre les 5 derniers mois de LeBron avec le maillot des Lakers ? Peut-être. C'est une question dure, mais c'est une question réelle. Il y a une player option à 50 millions de dollars. Il y a surtout un Bronny James qui peut débarquer en NBA. Je dis pas qu'il fallait vendre toute la baraque pour, mais peut-être qu'on va se retourner et se dire, bon bah super, Ouais. on a vu les derniers matchs de LeBron avec le maillot des Lakers et merci d'être venu. LeBron, il y a encore plein de franchises où il est pas allé, quoi. Tout à fait, il y en a encore plein dans lesquelles il faut peut jouer. Voilà, quoi, tu vois. Non, et voilà. Ne pas oublier le contexte, c'est-à-dire que quand l'année dernière on disait attention c'est peut-être les derniers mois de Bob Myers, voilà ce qui s'est passé et on verra ce que ça peut donner, mais Golden State il n'y a pas eu de mouvement, bon.
Moi, je suis un peu surpris, perso. Limite, je suis plus surpris que les Lakers, moi, perso. Je sais que Steve Kerr avait dit non, continue avec ces joueurs-là et tout. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être des choses à tenter côté de Golden State. Je sais que là, ils viennent de gratter quelques wins. Faut voir qui ils ont battu. Ils n'ont pas non plus battu les plus grosses équipes de la ligue, hein, sauf si je me trompe. Tu vois. Donc, bon, c'est cool. Curry est bien en feu. Donc, attention au Curry qui cache la forêt. Ouais. Hein, attention, tout à fait. Tu vois, genre voilà. Donc bon, moi je suis pas convaincu par le statu quo Warriors. Maintenant, c'est vrai qu'ils vont un peu mieux, donc je comprends aussi le délire. Et pour finir, note de geek, mais très 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 intéressé de suivre, même si c'est pas du tout sportivement intéressant là sur les prochains mois, mais très intéressé de voir les moves qui ont été réalisés par les Grizzlies, parce que ça a étonné beaucoup de gens. Steven Adams, Xavier Tillman, etc. Moi, je demande vraiment à surveiller de près Memphis, parce qu'ils ont fait, selon moi, les moves nécessaires pour qu'on en reparle dans quelques mois. Ils vont se pointer en octobre prochain avec, si possible, donc du Ja Morant, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr. et quelques role-players. Brandon Clark, évidemment, qui sont sous contrat. Ils ont épuré au maximum les petites finances en évitant de prolonger trop Xavier Tillman, en coupant Oladipo, en se disant Steven Adams, tout, au revoir. Et donc, il y a un scénario que moi je vais suivre de très très près, où en fait, tu développes les Gigi Jackson et d'autres garçons pendant cette demi-saison-là qui arrive, tu donnes des responsabilités un peu plus grandes, et si tu as désormais la place pour aller chercher un très gros ailier, qui est vraiment le X-Factor qu'on attend à Memphis, bah attention au management de Memphis, ils nous ont lâché des masterclass, et ils sont capables, et puis aussi des trucs un peu moins cool, hein, avec le dossier Dylan Brooks. Ouais, voilà, Dylan Brooks, ou même le dossier David Roddy, c'est un peu mini désaveu de la part du staff de Memphis. Non, mais tu vois, ils l'ont drafté, on a cru à un moment, et puis en fait, là, il se retrouve contre quand même pas grand-chose à Phoenix, tu vois. Bah, sur la saison, il leur a prouvé qu'il fallait peut-être le transférer, mais dans tous les cas, je surveille un peu ce genre d'équipe qui a été plusieurs fois top 3 de la conférence Ouest, qui était on the rise, et qui peut-être... Je serais pas étonné qu'on se revoie en juillet et qu'ils aient fait un move soit autour de la draft, soit autour de la free agency, où ils ont récupéré l'ailier de fou, et ils ont vraiment un big four. Avec un super ailier autour de Desmond Bane, Ja Morant et Jaren Jackson Jr. Ouais, j'aime bien, je suis d'accord. Voilà, après dites-nous vous ce que vous avez pensé de cette trade deadline au global. L'actualité elle est très simple, évidemment il y a encore le marché du buyout où il y aura d'autres petites signatures, on va suivre d'autres garçons. On suivra évidemment les débuts de certains joueurs sous leur nouvelle couleur. On va avoir un All-Star Weekend et puis surtout on va suivre le dernier virage. Ben là c'est la dernière ligne droite, hein. Il reste 30 matchs à peu près par équipe. C'est ça. Près, hein. 30 matchs par équipe, dernière ligne droite, mise en place des dynamiques. Qui va vraiment être on the rise, qui va faire une Lakers de la dernière. Voilà. Et tout exploser au finish. Non mais c'est ça, c'est vrai, qui est capable. Est-ce que les équipes qui actuellement caracolent bien, là on a parlé du Thunder, on n'a pas trop parlé des Wolves parce qu'ils ont été assez peu actifs, mais Montemory c'est quand même un petit trade qu'il faut pas négliger. Est-ce que ces équipes là qui surprennent, est-ce qu'elles peuvent rester comme ça dans leur dynamique et arriver fort en play-off? Est-ce que les équipes un peu dans la bouillasse un peu plus, mais qui sont là encore, tu vois, Lakers, Suns, Kings. Tout à fait. Est-ce que ces équipes-là vont en fait bien se mettre en route et puis on va arriver en avril, on va dire oh putain. Wow, ils sont sur une dynamique, dangereux c'est en fait. Méchant, tout à fait. On va suivre tout ça de très très près. On vous attend évidemment dans les commentaires. Léon, c'est avec ses Bibi. On vous fait des gros bisous. Merci encore à celles et ceux qui étaient là sur le live. Ciao. Et ciao, à la prochaine. Ciao. Trash Talk. Bisous. Ciao.